C'était la première fois que vous étiez hospitalisée en psychiatrie? Oui. Je me suis cramé les mains avec ma cigarette dans la nuit de samedi à dimanche avant mon hospitalisation. Et dans la nuit de mardi à mercredi, j'ai refait une crise d'angoisse. Bon, je me suis pas fait mal ce soir-là, j'ai cassé des verres. Mais je me suis dit que ça suffisait pas, que j'allais faire un truc plus gros, quoi. Je savais que j'allais faire une connerie. Il fallait que j'aille quelque part où je puisse pas faire de conneries, quoi. Où on me surveille, où on m'empêche de faire ça. Parce que je me disais, tu t'abîmes les mains avec tes ciseaux, tu te brûles, qu'est-ce que ça va être après, quoi. Dans un service d'urgence psychiatrique, tout peut se voir. Il y a un gradient continu des choses les plus légères qui sont à la limite de la demande de conseil psychologique jusqu'aux malades mentaux les plus graves, souvent d'ailleurs déjà soignés et qui arrivent ici en urgence quand ils sont en rupture de soins. Crise de délire, agitation, suicide, violence conjugale, ivresse, adolescents désorientés, vieillards en pleine confusion. Les situations d'urgence psychiatrique représentent au moins 10% de l'ensemble des admissions dans les services d'urgence des hôpitaux généraux. Ces urgences sont souvent trompeuses et difficiles à évaluer. Des problèmes médicaux aigus peuvent prendre l'allure d'une crise psychiatrique avec de l'angoisse, de l'agitation et parfois même un délire. A l'inverse, la souffrance psychique peut s'exprimer à travers le corps et prendre l'aspect d'une intense douleur abdominale ou d'une attaque de paralysie. Il s'agit d'être prudent et la collaboration étroite entre psychiatres et médecins somaticiens est toujours indispensable. Je suis arrivée ici jeudi dernier parce que mon psy a pensé judicieux de me mettre à l'abri pendant quelque temps, une dizaine de jours. Parce que je me suis fait mal aux mains avec ma cigarette. J'avais besoin d'être violente et comme je ne pouvais pas le faire sur quelqu'un d'autre, je l'ai fait sur moi. Dans la pratique, la psychiatrie d'urgence concerne 3 grands types de situations. D'une part, les urgences psychiatriques pures. Ce sont des manifestations aiguës d'une maladie psychiatrique. Il peut s'agir d'une bouffée délirante, d'une mélancolie ou d'une crise brutale dans le cadre d'une maladie mentale chronique. D'autre part, certaines urgences sont mêlées à des problèmes médicaux. C'est le cas des tentatives de suicide ou des problèmes aigus liés à l'alcool ou aux drogues. Enfin, au-delà de toute maladie, chaque crise affective ou sociale, un deuil, une séparation, un licenciement, peuvent entraîner une réaction émotionnelle intense, nécessitant une intervention spécialisée. Le patient qui arrive ici est immédiatement accueilli par l'équipe infirmière et puis ensuite de ça, il y a donc une consultation psychiatrique ou une consultation médicale si il apparaît que c'est une souffrance davantage médicale. Ensuite de ça, il y a un temps d'observation qui est absolument incontournable et qui peut aller ici jusque 24 heures. 24 heures pendant lesquelles on ne sait pas, il faut qu'on attende que la famille vienne, il faut qu'on attende de joindre le médecin généraliste, c'est-à-dire que l'ensemble de l'entourage doit être concerné. Et ça, c'est très important dans le traitement de l'urgence. En effet, le plus difficile est d'établir un diagnostic et surtout d'évaluer les risques liés à cette situation pour le patient comme pour son entourage. Évaluer un risque suicidaire, par exemple, n'est pas toujours aisé et la responsabilité des équipes médicales est grandement engagée. De nombreux tableaux cliniques différents peuvent correspondre à une situation d'urgence psychiatrique. Il peut s'agir d'une personne très agitée et agressive ou au contraire repliée sur elle-même et refusant tout contact. Il peut s'agir de crises de larmes et d'évocations suicidaires. Les sujets peuvent être confus ou paniqués, parfois délirants ou incompréhensibles. Prenons l'exemple de Patrick, âgé de 35 ans. Il présente un état d'agitation inquiétant. Il crie, insulte sa compagne, puis se montre prostré et menace de se suicider. À d'autres moments, il est confus et semble ne pas reconnaître un voisin venu lui apporter de l'aide. Patrick a tendance à boire trop. En outre, il prend des tranquillisants et des antidépresseurs depuis le décès de son père 3 semaines auparavant. Enfin, il a été victime dans la journée d'un accident de moto apparemment sans gravité. Il refuse énergiquement d'aller à l'hôpital. Sa compagne appelle les pompiers qui arrivent à le convaincre de se rendre avec eux au centre psychiatrique d'orientation et d'accueil. La première tâche des psychiatres va être d'établir un diagnostic. S'agit-il des effets d'un traumatisme crânien, d'un excès d'alcool ou de médicaments ?
Ou bien Patrick présente-t-il un état dépressif aigu lié au deuil de son père? Une fois le diagnostic établi, il faudra sans doute calmer l'agitation de Patrick avec des médicaments injectables et proposer une hospitalisation d'observation de 24 ou 48 heures. Si le malade n'est pas consentant et que les médecins pensent qu'il existe un risque de suicide ou d'agression de sa compagne, une mesure d'internement dans un hôpital psychiatrique spécialisé peut s'avérer nécessaire. Il peut alors s'agir d'une hospitalisation à la demande d'un tiers, signée par sa compagne et par 2 médecins, ou d'une hospitalisation d'office, signée par un médecin et par le préfet de police. Ce qui est sûr, c'est que les urgences psychiatriques se sont démultipliées. C'est-à-dire que tout autant un endroit comme ici était le seul lieu d'urgence il y a 33 ans quand il a été créé, autant maintenant il y a des urgences psychiatriques dans les hôpitaux généraux, dans les centres de crise, voire même dans les dispensaires, les centres médico-psychologiques. Donc c'est quelque chose qui est plus banalisé. Et puis il y a aussi l'urgence psychiatrique qui arrive chez le médecin généraliste et qui s'en débrouille dans un certain nombre de cas et dans d'autres cas les envoie dans un service comme ici par exemple. En effet, face à une souffrance psychique aiguë, il existe différentes formes de réponse. Le SAMU, très accessible téléphoniquement par le 15, les services d'urgence des hôpitaux généraux, les services de police et les pompiers, qui sont souvent les seuls intervenants de terrain pouvant maîtriser un malade agité, menaçant ou suicidaire. Mais il faut aussi savoir qu'il existe des réponses plus spécialisées, comme les services du secteur psychiatrique qui organisent les accueils d'urgence. Ils disposent parfois de centres d'accueil et de crise ouverts 24 heures sur 24. À Paris, le centre psychiatrique d'orientation et d'accueil reçoit et hospitalise en permanence les personnes qui en ont besoin. Enfin, des psychiatres libéraux peuvent être regroupés dans des structures du type SOS Psychiatrie. Parmi les nombreuses réponses à l'urgence psychiatrique mises en place à Paris, nous nous sommes rendus à l'Hôtel-Dieu qui reçoit en permanence un grand nombre de personnes en situation de détresse. Comment ça va? Comment vous vous sentez? D'accord. Bon, vous allez me raconter alors un peu ce qui vous arrive. Sur la centaine de personnes qui arrivent chaque jour aux urgences médicales de l'Hôtel-Dieu, une quinzaine présentent des troubles du comportement plus ou moins aigus. Ces patients qui nécessitent une prise en charge immédiate sont vus par un psychiatre présent aux urgences 24 heures sur 24. Le docteur Nantchev, responsable de l'unité de psychiatrie, vient d'être appelé aux urgences par l'interne de garde. Une patiente insiste pour être hospitalisée. Depuis une semaine, elle va vraiment pas du tout, avec une aggravation de sa souffrance morale, des idées suicidaires plutôt impulsives et caractérielles plutôt que sur un fond mélancolique. Elle est d'accord pour être hospitalisée? Elle est venue d'elle-même demander ça, elle a fait le voyage pour ça. Pour avoir un avis psy en urgence et pour être hospitalisée en urgence à l'Hôtel-Dieu. Ah d'accord. La mission du psychiatre dans le cadre de l'urgence, c'est d'une part d'identifier les maladies psychiatriques pour lesquelles il y aurait besoin d'une hospitalisation ou de soins très, très spécifiques, et d'autre part d'essayer de servir de médiateur dans des situations de crise moins graves qui ne nécessiteraient pas d'hospitalisation et pour lesquelles un suivi en consultation peut suffire. C'était la première fois que vous étiez hospitalisée en psychiatrie? Oui. Je me suis cramé les mains avec ma cigarette dans la nuit de samedi à dimanche avant mon hospitalisation. Et dans la nuit de mardi à mercredi, j'ai refait une crise d'angoisse. Bon, je me suis pas fait mal ce soir-là, j'ai cassé des verres. Mais je me suis dit que ça suffisait pas, que j'allais faire un truc plus gros, quoi. Je savais que j'allais faire une connerie. Donc l'idée, c'était de venir à l'hôpital pour vous mettre à l'abri à un moment où vous vous sentiez incapable de totalement vous contrôler et où vous vous sentiez en danger. Ouais. Lorsque l'hospitalisation est jugée nécessaire, les patients sont accueillis dans l'unité de psychiatrie de l'Hôtel-Dieu. Parmi eux, beaucoup ont fait une tentative de suicide. Les psychiatres d'urgence interviennent pour évaluer le geste suicidaire, pour évaluer le risque de récidive et surtout pour proposer une prise en charge et un suivi au décours. Bonjour madame. Cette patiente dépressive a été amenée aux urgences par une amie. Oui, comment vous vous sentez aujourd'hui?
Comme d'habitude, j'ai mal nulle part, j'ai envie de rien, je me laisse aller. Actuellement, vous êtes, comme vous C'est disiez... une personne malheureuse Voilà, et malheureuse. qui souffre, c'est tout. Vous, les médecins, pensaient que ma tête n'allait pas. C'est possible qu'elle ne va pas sous un certain angle, je suis déprimée, ça je l'avoue. Si je suis là, c'est bien pour quelque chose. Ouais. Mais je ne voudrais surtout pas qu'on croie que je suis folle. Le patient qui vient consulter de lui-même et qui se présente aux urgences parce qu'il est particulièrement anxieux est plutôt soulagé d'avoir enfin un interlocuteur et que sa détresse puisse enfin être prise en considération. Par contre, c'est vrai que certains patients qui sont amenés un peu de force, on pourrait dire, par l'entourage ou bien par la police, ne sont pas toujours tout à fait d'accord pour reconnaître qu'ils sont atteints d'une maladie ou d'un trouble psychiatrique. Et parfois, il y a tout un travail de persuasion, d'information qu'il faut faire pour que le patient accepte l'idée qu'il souffre et qu'il y a peut-être un traitement à lui proposer. J'ai pas eu de crise d'angoisse depuis que je suis là. J'ai récupéré l'état d'angoisse latent que j'ai toujours eu, quoi. Donc si, on est protégé de soi et on est protégé de l'extérieur. Le travail de l'urgence, c'est quand même essentiellement d'arriver à écouter. Et écouter, c'est polymorphe. C'est écouter ce que dit le patient, ce que dit son entourage, ce que dit son allure, son corps, son habillement. Donc c'est une véritable écoute au sens même où les psychanalystes en ont parlé et on a pu décrire, même dans les ouvrages les plus classiques, un entretien d'1 ou 2 heures ouvrant sur une perspective pour la personne durable. Chaque année, 9 millions de personnes sont reçues aux urgences d'un hôpital. Si 1 sur 10 présente un tableau psychiatrique évident, une proportion beaucoup plus importante est en état de détresse psychique, réclamant une aide et un réconfort. De plus, avec l'augmentation de la précarité, des difficultés économiques et sociales, les urgences sont progressivement devenues le refuge de toute une population dont la prise en charge sanitaire est insuffisante. Ces services ont ainsi à résoudre et à orienter des situations médico-psychosociales extrêmement complexes, ce qui réclame une coordination de qualité avec l'ensemble des partenaires de terrain, et la nécessité pour la psychiatrie publique d'assurer en amont un travail de prévention. Alors, les gens nous appellent quand ils n'ont plus aucune possibilité de contact. On n'a aucun contact parce qu'on est absolument seul. On n'a aucun contact quand on est complètement dépressif, complètement déprimé et qu'on est tellement au fond du trou qu'on ne pense qu'à une seule chose, c'est à se supprimer. Accompagner, ça veut dire soutenir, cheminer avec, de façon à ce que les personnes puissent identifier les difficultés qu'elles rencontrent et percevoir des solutions, soit concrètes, soit le fait d'en parler, de trouver peut-être ces difficultés moins insupportables et continuer à vivre. Si vous avez envie de vous suicider, appelez MAN 90. Le pionnier qui lança cette annonce dans les années 50 ne prévoyait sans doute pas l'importance qu'allait prendre l'aide psychologique par téléphone et l'explosion des lignes d'information et de soutien aux personnes en difficulté. En recevant plus de 3 millions d'appels chaque année, ces lignes d'écoute répondent à un besoin qui s'explique en partie par les rapides transformations des sociétés occidentales. L'urbanisation, les phénomènes migratoires, la rapidité des mutations provoquent des maux qui soulignent l'isolement d'une importante fraction de la population. Quel que soit l'intitulé de la ligne de soutien, ceux qui répondent aux appels, les écoutants, savent une chose. Répondre ne se réduit jamais à fournir un simple renseignement. La plupart des questions recouvrent une demande non formulée, une angoisse ou un isolement qui ne cherche qu'à s'exprimer. Les personnes qui nous appellent à certains moments. Ça peut être au moment de l'annonce de leur séropositivité, ou bien si leur médecin leur propose de prendre des traitements, ou encore à des moments où ils doivent changer de traitement, arrêter de traitement, où ils tombent malades. Mais encore quand ils prennent des traitements d'urgence, ils peuvent avoir besoin d'un accompagnement, un soutien autour de ces difficultés-là. Comme la ligne de vie de Sidi
Sida Info Service ou Travail Aurore, il existe à présent un nombre considérable de services téléphoniques. Certains se focalisent sur des problèmes précis. Allo enfance maltraitée, drogue info service, SOS écoute gay ou écoute cancer. D'autres, comme SOS Amitié, Interservice Parents ou Croix-Rouge Écoute, offrent une aide psychologique généraliste. SOS Psy propose quant à lui une aide psychologique professionnelle. Certaines lignes, enfin, vont se focaliser sur des problématiques psychologiques particulières. C'est le cas de SOS Dépression ou de SOS Suicide. Il y a des personnes qui sont dans une solitude absolue, qui ne voient personne, qui ne parlent à personne. Ensuite, il y a les grands déprimés, les grands dépressifs, qui sont souvent d'ailleurs des suicidaires. Et la troisième sorte d'appels, ce sont ce que nous appelons, nous, les appels des tiers. C'est-à-dire quelqu'un, Madame Dupont, qui va appeler et qui va dire « Je vous téléphone pour le fils d'une amie qui a envie de se suicider ». Plusieurs types de motivations amènent à appeler. Les situations de crise autour d'un événement précis, la recherche d'un partenaire pour une conversation et un soutien, la recherche d'une écoute pour déverser un long monologue qui n'attend pas de réponse, ou le besoin de s'affronter à quelqu'un pour se soulager émotionnellement. Il faut ajouter à cela les innombrables appels muets, les blagues, les appels obscènes et les appels répétitifs qui correspondent certainement pour la plupart à une souffrance psychique qui ne peut s'exprimer autrement. Notre rôle n'est absolument pas un rôle de conseil. Ça, c'est net et clair, parce que la personne qui appelle dans un moment de détresse, les paroles de l'écoutant, elle s'en fiche complètement. Ça n'a aucun intérêt pour elle. Ce qu'elle veut, c'est quelqu'un qui soit là et qui l'écoute. Et quelquefois, on me dit « Je vous dérange, madame ?» Et je réponds toujours « Mais non, madame, vous ne me dérangez absolument pas. Je suis là, à votre écoute, et la seule personne qui m'intéresse pour le moment, c'est vous. » Service d'écoute, de soutien, d'urgence, il existe de multiples façons de dénommer ces permanences téléphoniques. L'aide psychologique par téléphone n'est pas une thérapie dans la mesure où l'appelant cherche une réponse immédiate et ponctuelle ou simplement la possibilité de s'exprimer en étant écouté. Il existe toutefois des services qui donnent la possibilité aux appelants de téléphoner à nouveau ou qui leur proposent même un suivi, tel la ligne de vie. Le fait d'être toujours avec la même personne au téléphone, ça leur permet de pouvoir se poser dans une relation, de parler de leur histoire, qui va être connue de quelqu'un, qui va pouvoir les suivre, sans avoir besoin, pour cet appelant, de reprendre à chaque fois son histoire. Si l'anonymat favorise l'expression de l'appelant qui se sent autorisé à tout dire, la dimension fondamentale du transfert du patient sur la personne du thérapeute ne peut pas se faire au téléphone en raison de l'instabilité de cette relation. Elle peut en effet être interrompue à tout moment par l'appelant qui reste complètement libre vis-à-vis de l'écoutant. La plupart des techniques d'écoute dérivent d'un vaste courant de thérapie humaniste inspiré par le psychologue américain Carl Rogers. Cette forme d'écoute se fonde sur un certain nombre de principes. La non-directivité, l'écoutant laisse l'appelant choisir ses thèmes, ne donne jamais de conseils directs, ne lui dit jamais comment il doit penser. L'acceptation inconditionnelle et l'absence de jugement. L'écoutant est prié de laisser ses a priori au vestiaire. Quel que soit le mode de vie, la sexualité, les opinions de l'autre, il est en devoir de les accueillir et, dans la mesure du possible, les soutenir. L'empathie. C'est une attitude qui consiste à s'immerger dans le monde subjectif de l'autre pour comprendre le mieux possible son expérience. Pour cela, l'écoutant va puiser dans ses propres ressources et ses propres expériences. Par exemple, une expérience de deuil ou de séparation, pour entrer en résonance émotionnelle avec son interlocuteur. Cette empathie permet la reformulation. En reformulant la demande du patient, l'écoutant lui confirme qu'il a bien compris ce qu'il exprimait et lui permet d'avancer dans sa pensée. C'est souvent un secret qui est gardé et qui là est partagé sur un service d'écoute qui va pouvoir recevoir ce secret sans pour autant que la personne ait l'impression de pouvoir être identifiée. En effet, selon la terminologie de Carl Rogers, l'appelant transmet à son interlocuteur une partie de son fardeau et ainsi libéré de ce poids peut reprendre son chemin. L'écoute téléphonique a tout d'abord été fondée sur le bénévolat des écoutants. Elle s'inscrit dans un idéal communautaire pour lequel chacun a la responsabilité d'aider son prochain. Aujourd'hui encore, plus de la moitié des écoutants s'engagent avec le désir d'aider les autres.
Un grand nombre vient du milieu socio-éducatif ou psychologique. Certains sont bénévoles, d'autres sont salariés. Ils reçoivent tous une formation à la technique d'écoute. Pour la plupart, le chemin de l'aide passe par la découverte et l'approfondissement de soi. Cancer, sida, tentative de suicide ou maltraitance, certains écoutants peuvent être particulièrement concernés par la problématique qu'ils ont à traiter au téléphone. Créé au début de l'épidémie de sida, Sida Info Service a au fil des ans développé des lignes d'écoute plus spécifiques en direction par exemple des détenus ou des jeunes homosexuels. Parmi elles, la ligne de vie propose un suivi aux personnes en situation de détresse. Allô ? Bonsoir Catherine. Oui ? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas qu'on est séropositive ? Vous parlez de vous ? Et quand vous y pensez, vous imaginez quoi? Ligne de vie, bonsoir. Oui, bonsoir. La ligne d'écoute téléphonique Ligne de vie est à la disposition des personnes atteintes d'hépatite ou du virus du sida. À raison d'un rendez-vous par semaine, cette ligne leur propose, ainsi qu'à leurs proches, un suivi, un accompagnement dans les doutes ou les périodes de crise, avec des écoutants salariés, et ce, 4 jours par semaine en soirée. Il y a plusieurs choses qu'un écoutant met en œuvre dans un suivi, c'est-à-dire d'une part une capacité à accueillir les gens, c'est-à-dire à les écouter, à laisser dérouler leur discours, ce qu'ils pensent important, leur souffrance, leur peur, et puis va essayer en même temps de soutenir les désirs qui lui semblent participer d'une construction et d'une amélioration possible de sa vie, de sa situation. Le fait d'être contaminé, c'était le fait de détenir un secret et de ne pas pouvoir le partager avec votre famille. On n'a pas toujours la bonne réponse, on n'a pas toujours en tout cas la bonne réponse au moment T. Mais là, je crois que comme nous sommes dans une dynamique de suivi, on a le temps de trouver la bonne réponse. Je peux vous proposer le jeudi 15. À quelle heure? Comme aujourd'hui, 18h30? Même si le suivi se fait toujours avec le même écoutant, l'anonymat de l'appelant est préservé, un principe fondamental de cette relation d'écoute. À 18h30. Le fait qu'il n'y ait pas de regard, pour bien des appelants, peut permettre une parole que dans le regard, elle deviendrait plus difficile, en fait, je pense. Puis l'outil téléphone confère une liberté absolue aux personnes qui nous appellent. À tout moment, elles peuvent décider de raccrocher. Je dirais pas vu, pas pris, en quelque sorte. Une formation médicale, juridique et sociale est dispensée aux écoutants de Ligne de vie. Mais savoir écouter, ça ne s'apprend pas. Pour être écoutant, il me semble qu'il faut avoir des qualités humaines, des qualités de contact, des qualités d'écoute, c'est-à-dire la possibilité de faire de la place à l'autre, suspendre aussi son jugement, c'est d'avoir aussi une capacité de recul et d'analyse sur les situations qui fassent la part des choses. Pour garder ce recul, une réunion de régulation a lieu tous les 15 jours avec une psychanalyste. Le moment pour les écoutants d'exprimer leurs propres doutes, leurs questionnements. Alors ce suivi téléphonique peut conduire à une démarche psychothérapeutique, c'est-à-dire que la personne peut être amenée à se poser la question de l'intérêt de suivre une psychothérapie après ou conjointement au suivi qu'elle a sur Ligne de vie. En effet, les services d'aide psychologique par téléphone ne peuvent en aucun cas remplacer l'action sociale ou le suivi psychologique. Mais les permanences téléphoniques sont un formidable révélateur des mutations de la société contemporaine. Elles mettent en lumière une détresse qui ne trouvait pas ailleurs de moyens d'expression. Ce n'est pas seulement de drogue, de cancer ou de sexe que l'on parle, mais de difficultés existentielles bien plus diffuses, de mal-être et d'impossibilité à communiquer avec son entourage. En général, les gens nous appellent dans leur parcours quand ils sont absolument désespérés, quand il n'y a plus rien d'autre. Imaginez quelqu'un enfermée dans un tonneau avec juste une petite lumière en haut du tonneau, la personne, elle va presque étouffer. Mais si elle va vers la petite lumière, vers le trou, elle va arriver à respirer. Nous, c'est un peu ce rôle-là que nous jouons, le rôle des petites lumières.
pour quelqu'un qui ne croit plus en rien ni en personne. À travers ces services se pose bien sûr la question du lien social. Hier, la communauté se retrouvait sur la place du village, les familles restaient proches. Aujourd'hui, la sociabilité se joue dans de nouveaux espaces. Ce sont les nouvelles technologies comme le téléphone, le Minitel ou Internet qui pourraient devenir de nouveaux outils de solidarité. J'étais amené à faire un débriefing après une séquestration, selon les termes de la police, une nuit d'été en 98. J'étais avec ma sœur chez moi, on avait fait un barbecue, mes amis étaient partis. Et en entrant dans ma chambre, j'ai vu une silhouette, puis 2, puis 3, puis 4, qui étaient en fait des cambrioleurs qui sont rentrés dans ma chambre et qui m'ont sauté dessus. Enfin, l'un d'eux m'a sauté dessus, m'a mis la main sur la bouche, le pistolet sur la tempe et m'a demandé de l'argent. C'est un enlèvement que j'ai subi en Indonésie, alors que j'étais géologue d'exploration pour chercher de l'or et du cuivre. Ils m'ont enlevé, ils m'ont d'abord gardé 2 heures sur le camp. Et ensuite, ils m'ont emmené dans la jungle pendant à peu près une vingtaine d'heures. À la suite d'un terrible attentat, d'un accident de train meurtrier, d'un hold-up sanglant ou d'une prise d'otage, nous entendons souvent dire que les victimes et leurs proches ont été pris en charge psychologiquement par des équipes spécialisées. Ceux qui interviennent pratiquent le plus souvent ce que l'on appelle débriefing. C'est une technique visant à prévenir et à soigner les différentes formes de stress qui surgissent à la suite d'un événement grave, violent ou brutal, au cours duquel la vie des victimes a souvent été mise en danger. Les réactions à un incident traumatique sont normales et non la marque d'une faiblesse de caractère. Les victimes, même si elles ont des réactions émotionnelles fortes, ne sont absolument pas considérées comme des cas psychiatriques. Mais il faut intervenir rapidement pour éviter qu'un événement terrible ne conduise à un véritable état de stress permanent qui risque de les envahir pendant des années ou tout au long de leur vie. Le lundi matin, je me retrouve tout seul chez moi, ma sœur au travail. Et alors là, tout seul dans la maison avec à peine ma mère qui était revenue de vacances, à peine très vite, qui était dans la cuisine, donc une maison très silencieuse. Et là, ça ne m'a pas rappelé particulièrement les conditions de la séquestration, mais le fait de se retrouver seul a été extrêmement traumatisant. En effet, à la suite d'un événement catastrophique dont on a été le témoin ou la victime, il est parfaitement normal de se sentir envahi par la tension émotionnelle, les crises de larmes, l'angoisse, l'agitation ou la sidération. Alors que les proches ont spontanément tendance à tenter de faire oublier ce qui vient de se produire, les personnes concernées éprouvent un tout autre besoin, celui de raconter inlassablement, seconde par seconde, l'expérience qu'ils ont traversée. Les gens revoient la scène comme s'ils y étaient, et le souvenir des cris, des odeurs et des images semble plus vrai que la mémoire ordinaire. C'est toujours un peu le même style de réaction. C'est le décalage entre ce qui a été vécu par quelqu'un de très fort et les autres, en fait, qui n'ont pas vécu l'événement et qui ont un sentiment un petit peu de rejet. Parce que forcément, quand on a vécu un événement comme ça, on a un passé qui fait qu'on n'est plus exactement comme entre guillemets, le commun des mortels. Alors bon, on est le commun des mortels, mais on n'est plus tout à fait pareil. Face à cela, le débriefing doit être proposé dans les 72 premières heures qui suivent l'événement traumatisant. En fait, plus l'intervention est précoce, meilleures sont les chances de prévenir ou d'atténuer l'apparition de ce que l'on appelle le stress post-traumatique. Pour ce qui concerne les professions à risque, intervenants humanitaires, pompiers, militaires, dont le quotidien est marqué par la violence et le traumatisme, la mise en place de débriefings réguliers est de plus en plus fréquente. Avec le psychologue, il a donc été davantage question de mes sentiments pendant l'agression, de ce que j'ai ressenti quasiment minute par minute, ce qui était extrêmement différent d'avec le récit de mes amis, puisque là, il y a un peu de pudeur toujours, on n'ose pas trop dire qu'on a eu très peur, qu'à ce moment-là, on s'est vu mourir, ce qu'on a ressenti, qu'on a eu peur à tel instant précis, alors qu'avec le psychologue, la psychologue en l'occurrence, là par contre, c'est quelque chose qui est attendu par elle, elle relance là-dessus, et du coup, il y a un récit qui est davantage intérieur peut-être. Le principe est effectivement de permettre à chacun de se remémorer le plus précisément le traumatisme pénible qu'il vient de traverser. C'est l'événement lui-même qui est au centre de l'entretien. Il sera minutieusement reparcouru au niveau des faits, des émotions et des pensées. Les préoccupations du sujet, au moment où le traumatisme l'a surpris, doivent être retrouvées.
Les heures qui ont suivi feront l'objet d'une investigation précise. Le débriefing se pratique individuellement ou en groupe avec les personnes concernées par la catastrophe, les personnes étrangères à l'événement étant exclues. Ce travail thérapeutique permet ce que l'on appelle l'abréaction, c'est-à-dire une décharge des émotions, puis la verbalisation de ces émotions, ce qui permet de se libérer de l'événement responsable. La technique du débriefing s'appuie sur la connaissance des mécanismes du traumatisme psychique. Le traumatisme est une effraction, une pénétration à l'intérieur de l'appareil psychique d'une image qui ne devrait pas s'y trouver, l'image de soi comme mort. Cette effraction provoque un état d'hébétude et de sidération, et surtout une dissociation de la pensée. Une partie des pensées continue de circuler librement, permettant en apparence de s'adapter à la réalité présente. Il se produit une hypervigilance qui permet de rester en alerte, un émoussement des émotions et une amnésie partielle qui permettent de gérer le stress. Mais une autre partie se fige autour de cette image traumatique, entraînant des perturbations connues sous la dénomination de syndrome de répétition traumatique. Le sujet revit la scène indéfiniment, comme un film qui serait monté en boucle. L'angoisse n'apparaît ainsi que dans l'après-coup. Elle accompagne le syndrome de répétition ou la menace de l'apparition de ces images. C'est cette angoisse, responsable de l'état de stress aigu qui peut s'installer, qui suit le trauma. Elle peut s'accompagner du sentiment de culpabilité d'avoir survécu ou de ne pas avoir assez aidé les autres, d'un sentiment de révolte ou de vengeance, d'un sentiment d'incommunicabilité avec ceux qui n'ont pas vécu la même expérience que soi. Mais le mécanisme de dissociation fait que ce syndrome de répétition peut survenir des années plus tard avec la même intensité. Le sentiment de revivre le traumatisme ancien est responsable de ce que l'on appelle syndrome de stress post-traumatique. Le débriefing vise donc à détruire cette image le plus rapidement possible, ou plus tard si elle réapparaît. J'ai commencé une psychothérapie dans ce centre de victimologie à Paris, d'une part, où il y a effectivement des spécialistes en stress post-traumatique, qui m'ont donc permis en fait de préciser vraiment ce que j'avais eu et de mettre un nom, j'allais dire un nom officiel. De plus en plus fréquemment, les équipes de secours qui interviennent sur les lieux des catastrophes sont formées au débriefing. Par ailleurs, des équipes médico-psychologiques sont diligentées sur les lieux du drame et organisent la prise en charge immédiate des victimes. Si l'événement traumatique est une atteinte plus personnelle, comme un viol, une agression, un accident de la circulation, il faudra souvent effectuer soi-même la démarche de soins. À cet égard, n'hésitez pas à conseiller à un proche qui se trouve dans cette situation de se faire aider, car il n'y pensera pas spontanément. Il existe des consultations de débriefing assurées par des psychiatres et des psychologues dans certains sites hospitaliers, ainsi que des lieux de consultation spécialisés en victimologie dans certaines grandes villes. À Paris, l'Institut français de l'anxiété et du stress peut fournir tous les renseignements nécessaires. Depuis quelques années, les entreprises qui reçoivent du public font appel à des équipes spécialisées dans le débriefing pour prendre en charge les difficultés des employés victimes d'agressions. Nous avons suivi une séance dans une agence pour l'emploi. Tout le monde était un peu sous le choc parce que c'était... Réunion pour les agents de la NPE dans le 20e arrondissement de Paris. Ici, il y a 2 ans, 2 agressions à quelques jours d'intervalle ont laissé le personnel en état de choc. À la demande de la directrice du centre, Martine Feltrin, psychosociologue, est alors intervenue pour faire un débriefing collectif. Aujourd'hui, elle fait le point avec le groupe. La séance de réunion a permis de débloquer, enfin de faire des déblocages, que chacun se sente un peu plus à l'aise après ce qui s'était passé. C'est l'objectif en fait des débriefings, c'est de pouvoir exprimer toutes les émotions. Et le fait de pouvoir exprimer toutes ces émotions, toute la manière dont on a vécu l'événement va permettre d'une part de mieux le comprendre et ensuite de faire en sorte qu'il ne s'enquiste pas. Décompression. Décompression, oui, on pourrait dire ça, hein, c'est de la décompression. Je suis pour ma part très attachée au débriefing collectif. Pour essentiellement cette vertu propre de recréer du lien social dans le collectif. À un moment donné, le collectif est bouleversé, le collectif peut voler en éclats, le collectif peut
va poursuivre évidemment sa route ensemble, mais peut-être à travers énormément de non-dits, voire énormément de ressentiments. Dans un débriefing collectif, on va pouvoir mettre tout ça à plat. Et pour le groupe, refaire jouer la solidarité. Et qui est-ce qui aurait encore envie de préciser? Je ne peux pas m'enlever cette image, je l'ai toujours. Je vois toujours Patrick avec ce gars entre... Je les vois, vous voyez, c'est une photo, je l'ai toujours. Et c'est vrai que c'est irréel. Sur le coup, c'était vraiment irréel. Et les collègues, on était choqués, on a quand même été choqués. Souvent, on peut dire oh, les débriefings dans l'entreprise, c'est du luxe. On pense que ce n'est que des événements extrêmement lourds comme des attentats, comme des guerres, comme des explosions, des crashs d'avions qui vont justifier cela. Je dis que non, à partir du moment où on est confronté à la mort, les gens sont en état de choc. C'est tout aussi grave parce que ça renvoie à notre propre mort, parce que l'entreprise n'est pas un lieu où on a à être confronté à la mort. Et depuis 2 ans environ, les entreprises se sont rendues compte que des agressions violentes certes, un suicide, une mort subite d'un des salariés pouvait tout à fait choquer le collectif. Le fait de pouvoir être reconnu comme personne en souffrance à un moment donné est fondamental. Je ne pouvais pas arriver seul à régler ce problème, seul, dans le sens où c'est un problème qui est trop gros. Et de vouloir essayer de le résoudre tout seul, c'est de se mentir à soi-même. Donc en ça, je pense qu'effectivement, le débriefing a pu être utile, mais je pense aussi que la personne débriefée a aussi son rôle à jouer et que c'est j'ai l'impression que le débriefing, c'est à la fois le travail du psychologue, mais aussi de la victime. Un traumatisme est toujours, au moins dans les premiers temps, une souffrance insupportable. Et le traumatisé pressent que l'événement risque d'être toujours là, surgissant de manière imprévisible. Le débriefing consiste à en parler, à parler de soi dans l'événement. Il permet ainsi à l'image traumatique de se fragmenter et de s'intégrer à l'ensemble des représentations psychiques. Son effet immédiat est souvent spectaculaire: retour du sommeil, atténuation des phobies, reprise du dialogue avec l'entourage. Parfois, cependant, il y aura réapparition de la souffrance et nécessité d'entreprendre une psychothérapie à plus long terme. Car un traumatisme présent peut aussi en réveiller d'autres plus anciens, enfouis profondément au creux de notre mémoire. D'enlever cette merde-là, disons, de mon fonctionnement. Donc j'ai pris la décision de rentrer en post-structure avec grand espoir de ne plus d'ignorer ce produit, quoi, carrément. C'est-à-dire, j'ai coutume de dire, en faisant allusion à l'informatique, d'enlever ça dans mon logiciel. Il n'y a pas nécessairement de prise en charge psychothérapeutique spécifique pour les usagers de drogue. Spécifique au sens un rendez-vous avec le psychologue ou le psychiatre. Il peut y avoir, mais pas nécessairement. En France, ce sont des psychiatres et des psychologues qui ont mis en place le système de soins spécialisés en toxicomanie afin que la souffrance psychique des sujets dépendants soit prise en compte dans ses liens avec les conséquences physiques et sociales de l'usage de drogue. Être dépendant d'une drogue recouvre à la fois une réalité physique, car le corps finit par avoir besoin du produit sinon il souffre, une réalité psychique, l'univers mental s'est peu à peu reconstruit au travers des effets des substances, et des conséquences sociales. L'interdiction et le prix élevé de la plupart des produits peuvent conduire à une marginalisation. Soigner tout à la fois ces 3 dimensions est un parcours long et difficile, souvent émaillé de rechutes. On dit ainsi volontiers qu'il faudra compter autant d'années de traitement que l'on a vécu d'années d'intoxication. Le milieu toxicomaniaque, c'est un milieu déjà assez égocentrique, assez personnel. Chaque toxicomane, c'est une personne à part entière. D'ailleurs, c'est bien pour cela qu'ils sont toxicomanes, que nous sommes toxicomanes. Et puis, bon, nous prenons des produits quelconques, peu importe le produit. Mais c'est souvent pour affirmer cette personnalité-là. Toute l'existence de l'usager peut tourner autour du produit et il est impossible de forcer quelqu'un à arrêter. Donc, inutile d'imaginer un sevrage de force à l'hôpital, cela ne marchera pas.
La toxicomanie est une trajectoire et c'est souvent à l'occasion d'un moment particulier, une rencontre, un deuil, une naissance, que l'envie de s'en sortir amène à demander de l'aide. Il n'y a pas de moment privilégié au sens où, dès qu'un usager demande de l'aide, il faudrait pouvoir le lui proposer, même s'il n'est pas encore en état, il n'est pas encore en capacité de changer vraiment de mode de vie ou de changer de mode de fonctionnement psychique. Le soutien doit arriver le plus tôt possible. Le plus tôt on crée une relation et le plus tôt on peut penser qu'il y a un processus de changement, de reprise en main de soi-même qui peut se faire. Et donc, le seul critère, c'est que l'usager le souhaite. La drogue n'a pas systématiquement pour fonction de colmater une dépression ou une souffrance. Bien souvent, l'usage concerne la recherche de plaisir ou de dépassement personnel. Mais au bout de quelque temps, l'effet de la plupart des drogues court-circuite l'ensemble des activités mentales et intellectuelles. C'est un rythme quasi biologique de plaisir-déplaisir, de manque et de bien-être qui se met en place. Ceci donne volontiers l'impression que tous les usagers se ressemblent et donc souffrent des mêmes problèmes psychologiques alors qu'il n'en est rien. Les éducateurs sont là pour encadrer, c'est-à-dire chaque résident a un référent, un éducateur qu'il suit de manière personnalisée, je pourrais dire. Donc, pour toutes les démarches professionnelles, sociales, donc c'est lui qui guide le résident et c'est l'éducateur qui ventile selon vers la psy, selon vers le psychiatre, selon vers le médecin, pour toutes les démarches sociales, médicales. C'est un soutien psychologique qui doit être assumé par toutes les personnes qui comptent apporter de l'aide aux usagers de drogue. Ça se fait à l'occasion, à l'occasion des échanges, si c'est un infirmier ou un médecin ou une assistante sociale, ça se fait à l'occasion du travail qu'ils font dans leur profession, qui prend en compte la dimension psychologique. Ça veut dire que, à un moment donné, choisi par l'usager, malgré tout, les souffrances psychiques de la personne sont prises en compte, sont écoutées. À chaque étape du parcours de la toxicodépendance, il existe des réponses adaptées. On ne proposera pas la même prise en charge à un fumeur de crack qui vit dans la rue, à un dirigeant d'entreprise devenu psychiquement dépendant de la cocaïne, à un adolescent qui va trop loin dans ses prises de hashish ou à un alcoolique qui abuse depuis plus de 20 ans. Essayons d'illustrer la trajectoire de soins de Kevin, patient de 30 ans, dépendant de l'héroïne et du crack, qui vit dans un squat dans le nord de Paris. Kevin a tenté plusieurs cures de sevrage en milieu hospitalier, qui se sont soldées par des rechutes. Il fréquente dans son quartier une boutique, lieu d'accueil de première ligne où il peut se doucher et laver son linge. Peu à peu, l'équipe le met en contact avec le centre spécialisé en toxicomanie du quartier, dans lequel il s'inscrit au programme Méthadone, traitement de substitution qui lui permet d'abandonner l'héroïne. Lorsque son traitement est stabilisé, le relais est pris par un médecin généraliste inscrit dans un réseau ville-hôpital. Kevin continue de consulter le psychologue et l'assistante sociale du centre spécialisé. Celle-ci l'oriente vers un centre de post-cure pour le mettre à l'écart du milieu qu'il fréquente et de la tentation des prises de crack et stabiliser son état. À son retour de post-cure, 6 mois plus tard, Kevin a diminué la dose de son traitement de substitution et il souhaite l'arrêter. Il s'inscrit dans un groupe d'autosupport pour rencontrer d'autres usagers et échanger sur leurs expériences communes. Il renoue avec sa famille, avec qui il avait rencontré de grandes difficultés. Avec l'aide d'un centre de thérapie familiale spécialisé, il va s'inscrire dans un stage de réinsertion. Celui qui assume le rôle de soutien psychologique, c'est celui que l'usager choisit comme référent. C'est-à-dire c'est la personne que l'usager choisit pour être un peu témoin de son histoire, pour être témoin de son évolution. En effet, comme on l'a vu, la psychothérapie des toxicodépendances ne se résume pas à des entretiens en face à face dans le bureau d'un psychologue ou d'un psychiatre. Elle peut se décliner dans tous les lieux spécialisés qui jalonnent la trajectoire de l'usager. Dans les hôpitaux généraux, des équipes psychologiques mobiles de coordination facilitent l'hospitalisation et les soins destinés aux toxicomanes. Dans les centres spécialisés en toxicomanie, des psys coordonnent la prise en charge médico-sociale. Dans les établissements pénitentiaires, des équipes de psychiatres et de psychologues spécialisés sont à l'écoute des usagers de drogue. Dans les centres de post-cure, des psys participent souvent aux activités de réinsertion. Les usagers peuvent également consulter des psychothérapeutes libéraux ou institutionnels, surtout s'ils participent à des dynamiques de réseau ville-hôpital.
Dans l'ensemble du dispositif de soins, les centres de post-cure permettent une rupture avec la vie habituelle de l'usager et le réapprentissage de la vie sociale. Le Trait d'Union est un centre d'hébergement thérapeutique installé dans un pavillon en banlieue parisienne. Il accueille pour un séjour de quelques semaines à 1 an des hommes et des femmes qui se sont récemment libérés de la drogue. Après un parcours difficile, ils retrouvent en post-cure la vie en communauté. Ils sont 7 à partager avec leurs éducateurs les tâches de la vie quotidienne. On propose ici de faire l'expérience de l'abstinence, d'abord. On leur propose de passer un moment sans prendre de drogue. On leur propose aussi de travailler à une insertion ou une réinsertion socio-professionnelle. Ici, pas de psychologue ni de psychiatre. La prise en charge psychothérapique passe par un réapprentissage des bases de la vie sociale. On apprend à faire plein de trucs tous les jours qu'on n'avait plus l'habitude de faire parce que la prison, parce que la cam, et voilà, ne serait-ce que faire à bouffer, mettre la table, la débarrasser. Le samedi, on fait le ménage, tous ces trucs-là. Voilà, puis apprendre à cohabiter avec les gens, à respecter les gens. Ouais, on apprend à vivre, ouais, entre guillemets. On a fait le pari, qui a l'air de fonctionner, de rendre ce lieu de vie thérapeutique. Que les actes de la vie quotidienne, repris, retravaillés quand c'est nécessaire, avec les uns et les autres, vont permettre d'inscrire quelque chose au niveau symbolique. Ton truc qui crame là, regarde. Non, c'est bon, c'est l'huile qui a coulé en bas. Ouais, mais je fais pas que la bouffe ici. Non. Ça serait bien si j'avais que la bouffe à faire. Non, parce que j'ai un travail à faire sur moi et sur. Et puis il faut que je réorganise ma vie et tout. Et j'ai besoin du pavillon comme d'une béquille, un peu d'un tuteur, on va dire. Un garde-fou. Puis il y a les éducs qui sont là, il y a les gens avec qui je cohabite qui sont là et tout pour quand ça va pas ou comme on dit nous dans notre langage quand je pars en couille, il y a toujours quelqu'un pour vous rappeler, dire bah, tiens ça va pas et puis voilà quoi. Donc pour l'instant je pense pas que tout seul j'arriverai. 9 éducateurs se relaient pour écouter les résidents, les accompagner dans leurs projets de reconstruction. 2 séances de réunion hebdomadaires permettent de faire le point sur les difficultés de la vie en commun. Et bon, donc la question c'est que certains traitent la cuisine avec un peu de désinvolture. Oui, un peu de désinvolture, ouais. Alors, moi je crois que le mieux c'est de dire qui, parce que si on dit pas qui, on... Moi je sais pas. Et le steak haché pomme rissolée le midi, c'est ultra pratique pour tout le monde. Même pour les éducs, il faut qu'ils partent à la consulte et tout. T'as vu, José? Je ne savais pas faire la cuisine. Dans ce problème-là, c'est un problème de culture. Nous, à l'origine, on ne savait pas faire à manger, nous, déjà. Voilà, exactement. Non, c'est pas manger des cailloux. Ces moments très difficiles se traduisent par des oppositions vis-à-vis de l'équipe, se traduisent par des frictions entre eux importantes. On a mis une limite, c'est la violence physique qui peut entraîner, qui entraîne un arrêt de séjour. Mais c'est très très rare. C'est arrivé peut-être 3 ou 4 fois en 10 ans que je travaille ici. Il y a très très peu de violence physique. Ils ont très vite compris justement que l'intérêt de tout le monde, c'était que les choses se disent, même si ça fait souffrir de dire. Je retrouve une vie saine, seconde où je réapprends à vivre avec les autres. C'est ce dont je recherche, moi, personnellement. Réapprendre à écouter les autres, réapprendre à fonctionner avec les autres, et réapprendre à fonctionner avec les repères de la société. Je verrais 2 dimensions importantes dans l'aide. Il y en a sans doute d'autres, mais il y en a 2 auxquelles je pense en ce moment. Bon, la première, c'est d'aider l'usager à retrouver le sens de son histoire, le fil de son histoire. Et le deuxième, c'est l'aider à mobiliser ses propres ressources. Donc l'aider à retrouver sur quoi il va s'appuyer pour évoluer. Et c'est ces 2 fonctions-là, à mon avis, qui sont essentielles dans la dimension d'aide, dans la dimension d'aide psychologique. L'usage de drogue est devenu un phénomène omniprésent, inscrit dans l'évolution de nos sociétés, une question sociale et politique des plus sensibles et un défi aux soignants pour enrayer le processus lorsque cet usage se transforme en dépendance ou en autodestruction.
Pour les psys, répondre à ce défi, c'est avant tout s'inscrire dans une démarche qui doit être pluridisciplinaire pour prétendre à un début d'efficacité. Et c'est surtout intégrer la dimension psychique au cœur même du dispositif de soins et de la réflexion sociopolitique.